Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui un petit peu dans une pièce différente. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer de faire des millions de burpees ou un cuisse-abdos fessier. On va parler plutôt alimentation. Du coup, je me présente. Je suis Alice, je suis coach MM Sport. Je suis coach donc sportive, mais je suis aussi nutritionniste, diététicienne nutritionniste plus précisément, depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Et donc du coup, en ces temps de confinement, il y a un sujet qui nous concerne tous, c'est l'alimentation. Alors on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Je vous présente Mimo, mon assistant, dégustation. Et on entend beaucoup de choses, à savoir, oh là là, combien de poids vais-je prendre, allons-nous prendre pendant cette période. Est-ce que c'est vraiment le sujet? Est-ce que c'est vraiment une problématique? Mimo? Hop. Il faut savoir que non, on ne doit pas forcément prendre 200 kg. Et c'est surtout que éventuellement le poids qu'on va prendre, on va le perdre. Voire même on peut ne pas prendre de poids. Justement, on va discuter un petit peu de comment, de pourquoi, qu'est-ce que l'alimentation et comment faire. Alors ce petit topo nutrition, il ne remplace pas une consultation avec un spécialiste. Mais c'est comme pendant un cours de cuisse-abdos fessier. Il y a des options plus, des options moins et le mouvement de base. Je vais vous donner aujourd'hui la base de la nutrition qui concerne une généralité. Et après, il faudra savoir qu'effectivement, en fonction de la personne, en fonction de son âge, de son sexe, il y a des différences qui se font. Mimo adore les dates, visiblement. En premier lieu, il y a quelque chose d'important pendant cette période de confinement, c'est de rester actif. Alors rester actif, ça ne veut pas dire faire toutes les vidéos MM Sport en une journée et transpirer 20 fois par jour pendant 3 heures. Non, rester actif, ça peut être tout simplement, pour ceux qui continuent à faire du télétravail, se mettre une alarme toutes les heures pour bouger, 1 minute, 2 minutes. Bouger, c'est s'étirer. Bouger, c'est faire le tour de la maison. Quelque chose qui fait que ne vous restez pas statique. Déjà, ça vous évite les douleurs de dos. La position assise amène beaucoup à ces problèmes-là. Et puis, ça vous évite tout simplement de vous ennuyer, de voir le temps passer. Il y a quelque chose d'important également, c'est de garder un rythme. Et, là on parle alimentation, essayez le plus possible de garder un rythme au niveau alimentaire. Si habituellement vous faisiez 3 repas par jour, c'est pas maintenant qu'on va commencer à n'en faire plus qu'un ou 3 ou 10, que sais-je. Donc essayez de garder ces habitudes et surtout essayez le plus possible de se mettre des horaires. À telle heure je me lève, à telle heure je vais manger. Plusieurs objectifs, que le corps s'habitue à un rythme tout simplement, et vous-même vous habituez à rester un petit peu dans quelque chose de carré. Alors évidemment, si vous dérogez à la règle, 1 fois, 2 fois dans la semaine, il n'y a pas mort d'homme. Vous avez le temps, je pense, pendant ce confinement, de cuisiner, de prévoir vos menus à l'avance. Donc quand vous faites vos courses, de prévoir une liste de courses en conséquence, en fonction des menus que vous avez choisis. Et c'est important, alors on n'a pas besoin d'être un grand cuisinier, ça s'apprend, vous regardez les recettes sur internet, les tutos innombrables pour faire des recettes. C'est savoir ce que je mets dans mon assiette, en quelle quantité, la qualité des produits, et puis ça a quelque chose quand même d'agréable, de savoir que c'est nous qui l'avons fait, de voir que 1, c'est pas difficile, 2, c'est bien meilleur que quand c'est un plat industriel, ça revient moins cher, et du coup, si ça peut vous servir pour la suite du confinement à perdurer dans ces bonnes habitudes, grand bien nous fasse. Il faut aussi savoir qu'en période de confinement, peut-être qu'on a plus l'habitude de craquer, de vouloir manger des choses sucrées, salées, pas forcément bonnes pour la santé. J'aurais tendance à vous dire, et ça c'est vraiment un conseil de diététicienne que je demande à mes patients d'appliquer, je préfère qu'on s'autorise un plaisir quotidiennement, même si c'est pas l'idéal, plutôt que de s'autoriser un énorme cheat meal, c'est le mot du moment, par semaine, qui va déborder, c'est-à-dire l'entrée, plat, dessert et ainsi de suite, sur toute une journée, avec une bombe calorique concentrée sur une journée, potentiellement en plus sur une journée où on ne va pas faire énormément d'activités physiques et sportives. Donc moi je préfère une petite douceur par jour, plutôt qu'une énorme bombe calorique, tout concentré en une fois. Et petit conseil aussi, pas forcément obligé, qui ne concerne pas tout le monde, écrire ce que l'on mange peut nous permettre de nous rendre compte en fin de journée des quantités qu'on a ingérées, de ce qu'on a pu consommer sur la journée,
et nous permettent de nous réguler. Petit tips, à appliquer ou pas, c'est une option plus, c'est une option moins, à vous de choisir. Donc pour commencer ce petit topo nutrition, j'aimerais vous parler tout simplement des bases de l'alimentation et ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. Il faut savoir qu'on a plusieurs familles d'aliments, il y en a 7, qui sont classées par ordre d'importance dans leur consommation. Et tout ça c'est rassemblé sous forme de pyramide. Donc cette pyramide, je ne suis pas super bonne en dessin, je vais tenter de vous la recréer. Elle démarre par une base. La base, c'est solide, c'est la chose la plus importante, voire même indispensable. C'est la catégorie que l'on appelle boisson. Et quand je parle de boisson et que je stipule le mot indispensable, il n'y a qu'une seule boisson qui est indispensable, c'est l'eau. Donc, votre première base, si je puis dire, votre premier groupe d'aliments indispensables, les boissons. J'aurais même tendance à écrire eau, mais on va faire plus large. Je vous présente la pyramide et derrière on verra étape par étape, groupe d'aliments par groupe d'aliments, leurs avantages, leurs inconvénients, quoi, où, quand, comment, les recommandations, tout ça. Au-dessus des boissons, on a un deuxième groupe d'aliments, pareil, qui est assez important, que tout le monde connaît au final. On nous rabâche beaucoup leur fréquence de consommation et on verra en détail ce que ça veut dire. Je mets quand même boisson / eau parce que ça me perturbe. Hop. Ce sont donc les fruits et légumes. Je pense que personne n'est passé au travers de la pub « Consommer 5 fruits et légumes par jour ». On verra après ce que ça veut dire. Donc, nos fruits et légumes. Au-dessus des fruits et légumes, on trouve un groupe d'aliments, une catégorie d'aliments qu'on va regrouper sous le nom produits céréaliers. On pourrait l'appeler groupe féculent également si ça vous parle plus. Ça ressemble pas tout à fait à une pyramide, on verra après ce qu'on peut faire. Après cette catégorie, on retrouve une catégorie qui représente encore un petit peu moins d'importance entre guillemets, bien que vraiment chaque groupe ait son importance. C'est le groupe des viandes, poissons, œufs, on les appelle VPO, qui vous apporte les protéines. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Donc, viande, poisson et œufs. Au-dessus de nous, viande, poisson et œufs, on retrouve un produit pareil, issu des produits animaux, que sont les produits laitiers. Et on verra en détail ce qu'est un produit laitier. Alors, chaque groupe a sa couleur, si je puis dire, que je vous donnerai à titre informatif. Et au-dessus des produits laitiers, on retrouve deux éléments qu'on diabolise beaucoup et on verra que c'est pas forcément nécessaire. Ce sont les matières grasses et le sucre. Donc, matière grasse, je vous le stipule ici, Mg, et au-dessus, le sucre. Et nous voilà partis pour une pyramide. Vous ne la voyez pas, on va la dessiner rapidement. Ah bah oui, si mon stylo le veut bien. Hop. Et hop. Donc, ce sont des catégories bien distinctes, avec 7 étages. Donc, si je reprends mes boissons, et vraiment particulièrement l'eau, seule boisson indispensable pour notre organisme, on a des besoins en hydratation qui sont complètement variables d'une personne à l'autre. On entend souvent il faut boire 1,5 litre par jour. Oui, non, peut-être. C'est une grosse moyenne. Un bébé n'a pas le même apport en eau qu'une personne âgée, qu'un adulte, qu'un enfant. Donc oui, on peut se dire qu'1,5 litre, c'est une bonne moyenne. Il va de soi que si je transpire ou que si j'ai des pertes hydriques, il faut absolument les combler. Donc dès lors que je fais du sport, que je transpire, on est à plus d'1,5 litre. Dès lors qu'il fait chaud, on est à plus d'1,5 litre. Voilà pour le plus gros concernant la boisson indispensable. Après, pour tout ce qui est boisson sucrée, on peut peut-être l'associer à cette catégorie sucre. C'est une boisson, c'est un liquide, c'est hydratant.
moyen, c'est surtout composé d'énormément de sucre. Si je vous prends par exemple ce type de boisson ici, dont on ne nommera pas la marque, on va voir que pour un verre de cette boisson, j'ai l'équivalent de, donc dans la case glucides, la case qui m'intéresse c'est le don sucre, j'ai 12 g de sucre pour un verre. 12 g de sucre, c'est un petit peu plus de 2 carrés de sucre. C'est beaucoup. Souvent, on ne s'arrête pas à un verre. Donc, plus je consomme ce type de boisson, plus je consomme de sucre. Or, si on se réfère à ma pyramide, le sucre est vraiment loin d'être indispensable. Donc oui, ça fait partie des aliments plaisir qu'on n'a pas à supprimer. Il n'y a aucun aliment à supprimer, aucune catégorie à supprimer ou à incriminer. Mais il faut les limiter parce que c'est loin d'être indispensable. Pareil avec les jus de fruits. Les jus de fruits, ça peut être pas mal pour remplacer un fruit, encore que. Quand vous avez un jus de fruits, vous n'avez pas la mastication. Vous n'avez pas le même effet de satiété parce qu'il y a moins de fibres. Vous avez perdu des vitamines et minéraux à cause de la transformation du produit brut à votre bouteille. Et souvent, vous vous servez un verre de jus de fruits. Vous avez l'impression que c'est un fruit. Non, généralement, pour un verre de jus de fruits, il vous faut 3-4 fruits, ce qui représente une quantité de sucre assez importante. Donc oui, ce sont des bons sucres, entre guillemets, encore une fois. Préférez vraiment pour le coup un fruit et j'y reviendrai sur la case du dessus. Autre boisson, alcool. Je pense que vous connaissez le dicton, à consommer avec modération. Pour toutes les raisons que vous connaissez, on ne va pas s'éterniser sur la question. Sachez que l'alcool est responsable de déshydratation. C'est ce qu'on appelle des calories vides, ça vous apporte des calories, rien d'autre, pas de vitamines, pas de minéraux, pas de nutriments intéressants. Oui, c'est festif, mais l'abus d'alcool entraîne généralement un abus au niveau de la consommation alimentaire. L'organisme qui est bien occupé à détoxifier, à éliminer l'alcool, il est plus trop occupé à éliminer l'alimentation que vous lui donnez. Donc ça, c'est du stockage directement. Voilà pour les méfaits de l'alcool. Maintenant, j'entends bien que ça peut être quelque chose de festif. On reprend le dicton à consommer avec modération parce que loin d'être indispensable. Voici pour les boissons. Pour tout ce qui est boisson light, on va se méfier d'une chose, c'est la consommation d'édulcorants. Donc c'est ce petit ingrédient qui donne un goût sucré mais qui n'augmente pas la glycémie dans le sang. Il entretient quand même un goût sucré et une appétence pour le sucre. Donc c'est pareil. C'est un choix un petit peu compliqué à faire. Entre est-ce que je vais prendre une boisson édulcorée ou une boisson avec du sucre, ça dépend dans quelle optique on est, dans quelle démarche on est. Encore une fois, le mot-clé, modération. Donc, on peut passer désormais à la catégorie fruits et légumes. Les fruits et légumes, grosse campagne qui nous indique que consommer 5 fruits et légumes par jour, c'est ce qu'il nous faut. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? 5 fruits et légumes par jour, on pourrait le détailler en 3 portions de fruits, 2 portions de légumes. Globalement, si on fait 3 repas par jour, à moins que vous vouliez manger des légumes le matin, encore que, grand bien vous fasse, on a une portion de légumes le midi, une portion de légumes le soir, et 3 portions de fruits, matin, midi, soir. Ça, c'est dans l'idéal, bien évidemment. Une portion de fruits, on se réfère à peu près à un fruit, mais je vais vous prouver que un fruit n'est pas égal à l'autre. Pourquoi ? Je n'ai pas ni le même poids, ni la même quantité de sucre dans un fruit ou dans l'autre. Donc on va parler en portions et en équivalence. De même qu'une banane n'est pas équivalente à un kiwi. Donc on fait des équivalences. 2 kiwis égale une banane, égale une pomme, égale la moitié d'une mangue, égale un quart de melon ou un demi s'il est tout petit. Ou éventuellement une compote. Une compote, le plus possible, sans sucre ajouté. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà les sucres du fruit. Pourquoi en rajouter ? Une portion, vraiment, on peut se la résumer à peu près à 150 grammes. Mais encore une fois, je ne vous demande pas de peser. Et on n'est surtout pas au gramme près. La portion de légumes, c'est ce qu'on a dit. Si vous prenez une ratatouille, il y a plusieurs légumes dedans. Ça ne fait pas 10 légumes. Ne vous dites pas j'ai consommé mes 10 légumes. Vous avez consommé une portion dans laquelle il y avait plusieurs légumes. Idem sur une salade de fruits. Non, vous n'avez pas consommé 10 fruits, vous avez consommé une portion dans laquelle il y avait différents fruits. Elle est là la petite nuance. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est bah oui, mais moi le matin j'ai mon habitude, j'ai envie de garder mon jus de fruits.
Très bien, mon jus de fruits fait aussi partie des portions de fruits. Donc ça peut se résumer à un jus de fruits le matin, une compote le midi, un fruit à croquer le soir. C'est un exemple. Au-dessus de ma catégorie fruits et légumes, j'ai la catégorie produits céréaliers qui englobe les féculents, produits céréaliers qui sont riches en glucides et en glucides complexes souvent, avec une notion qu'on appelle d'index glycémique, je viendrai vous le détailler. Produits céréaliers, on peut retrouver dedans les pâtes, le riz, les pommes de terre, attention, pomme de terre n'est pas un légume, l'avoine, les céréales petit déjeuner, attention, parce que dans les céréales petit déjeuner, sucre, sucre, sucre. On parle souvent dans les produits céréaliers de produits bruts, le maïs, ces choses-là. Il faut savoir que ces produits-là sont souvent incriminés dans les prises de poids. C'est mauvais, ça fait grossir. Le pain, ça fait grossir. Et on a tendance à vouloir les limiter, vouloir les supprimer. Je vous dirais qu'en fait, si vous les supprimez, c'est vouloir que votre voiture roule sans essence. C'est votre carburant, c'est une source d'énergie. Vos cellules sont glucodépendantes, elles dépendent du glucose, du sucre que vous leur apportez, et ça passe par la consommation de produits céréaliers, entre autres bien évidemment. Donc ils sont indispensables. Alors c'est sûr que dans une période, comme le confinement, de moindre activité, de moindres dépenses, on va jouer sur cette consommation, c'est-à-dire qu'on va peut-être la réduire. Réduire, encore une fois, ne veut pas dire supprimer, ne veut pas dire incriminer. Normalement, quand vous composez vos repas le midi et le soir, on verra après quelles sont les composantes indispensables, vous avez des féculents aux 2 repas. Pourtant, on vous indique que le soir, globalement, on a moins de féculents. Pourquoi ? Parce que derrière, vous allez vous coucher, à moins que vous couriez un semi-marathon dans la nuit. J'ai des doutes. Donc, c'est un petit peu sur le même principe. Moins vous avez d'activité physique, moins vous avez besoin de produits céréaliers. Mais vous en avez quand même besoin. Parce que vos cellules, elles continuent à se reproduire. Votre cerveau, il faut bien l'irriguer. Voilà pourquoi c'est vraiment indispensable. Sachant que dans les produits céréaliers, vous avez un choix dingue. Dans les produits céréaliers, on compte également ce qu'on appelle les légumineuses, pois chiches, lentilles, haricots rouges, qui sont très bonnes sources de glucides complexes, mais également de protéines. On essaye de privilégier les produits plutôt bruts, c'est-à-dire complets, les pâtes complètes, le riz complet, ou semi-complet si vous n'appréciez pas le goût, pour la richesse en fibres. Et les fibres, ça va nous apporter ce qu'on appelle la satiété. La satiété, c'est ce sentiment qui fait qu'on n'a plus faim en fin de repas et que ça va durer dans le temps et qu'on va éviter tout ce qui est fringale. Donc, supprimer un produit céréalier, c'est se supprimer une source qui nous amène de la satiété. Donc, c'est risquer d'avoir faim et donc de grignoter. Vous voyez vraiment ce cercle qui fait que ce produit est souvent incriminé alors même qu'on devrait le chouchouter. Donc on reviendra après sur les qualités des produits céréaliers. Pour la catégorie d'après, ce qu'on appelle les VPO, viande, poisson, œufs, une catégorie qui rejoint toutes les sources de viande, si je puis dire, que ce soit viande rouge, viande blanche, les poissons gras, les poissons maigres et les œufs. L'idéal, c'est de varier le plus possible cette source. Il y a des recommandations de l'OMS et également du Plan national nutrition santé, qui sont réévaluées, non pas chaque année, mais toutes les 3-4 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui, dernièrement, par exemple, ont conseillé la réduction de la consommation de viande rouge. Non pas la suppression, mais la réduction de la consommation. C'est-à-dire qu'il faut privilégier les viandes blanches, les poissons et les œufs. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut supprimer ou incriminer un aliment ou une catégorie d'aliments. Pareil, ces produits-là vont vous apporter les protéines. Les protéines, c'est les éléments bâtisseurs de notre organisme, on en a effectivement besoin. Il y a des protéines animales, des protéines végétales. Les protéines animales étant mieux assimilées par l'organisme que les protéines végétales. Et leur consommation, leur fréquence de consommation, on la verra tout à l'heure. Encore une fois, c'est un peu comme tout. Au plus vous variez les sources, au plus vous tirez les bénéfices de chacun des aliments consommés. Au-dessus des VPO, on trouve les produits laitiers, qui sont des produits riches aussi en protéines et en calcium. Calcium, solidité des os. Avec différents produits de type yaourt, fromage blanc, lait. Leur consommation, elle est, on dit, de 2 à 3 produits en les variant le plus possible.
Pourquoi? Parce que le fromage va nous apporter peut-être un peu plus de gras qu'un yaourt. Voilà, ils ont chacun des propriétés différentes et l'idée étant de les varier pour vous apporter vraiment le plus de nutriments possible. Donc voilà pour les produits laitiers. Les matières grasses, pareil, qui est un groupe qui rassemble les matières grasses d'origine animale, le beurre, la crème fraîche, et les matières grasses d'origine végétale, les huiles notamment. Elles sont souvent incriminées dans la prise de poids, je fais du gras, dans les maladies cardiovasculaires, c'est pas faux. Mais il faut savoir que nos cellules ont besoin de lipides également, elles ont besoin de protéines, elles ont besoin de glucides, elles ont besoin de lipides. Et donc quand on supprime les matières grasses, c'est généralement les matières grasses d'ajout, donc les matières grasses d'origine végétale. Or, c'est là qu'il y a une erreur. Si vous consommez uniquement les matières grasses présentes dans les produits que vous consommez, c'est souvent des matières grasses d'origine animale. Et même si les produits animaux sont bons, désolée pour mes amis végans, vous retrouvez des matières grasses de pas très bonne qualité, on appelle ça les acides gras saturés, et donc du coup vous déséquilibrez une balance, vous retirez tous les bienfaits des acides gras insaturés, polyinsaturés, des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9, des huiles, et vous n'avez que le mauvais gras, qui lui peut vous apporter du cholestérol et d'autres problèmes. On ne va pas commencer à parler de problèmes en cette période. Donc l'idée c'est pareil, comme dans chaque catégorie d'aliments, je pense que j'ai dû vous le répéter, de varier les sources et d'en consommer. Dans une recherche de perte de poids, c'est totalement aberrant de se dire j'enlève le gras. Ok ? Au-dessus de cette catégorie, nous avons ma catégorie favorite, le sucre. Le sucre, c'est l'aliment qu'on peut appeler calories vides, l'aliment plaisir. Il se trouve là parce qu'on en consomme et parce qu'on en a besoin, peut-être plus pour le moral que pour l'organisme, mais il est vraiment à limiter. Voilà, Mimo est d'accord avec moi. Le sucre, c'est le sucre blanc, le sucre roux. Ne me dites pas que le sucre roux est meilleur que le sucre blanc, ça vous fait toujours autant de sucre. C'est vraiment une petite part de notre ration énergétique, si je puis dire. Encore une fois, beaucoup plus pour le mental, si je puis dire, que pour le bienfait de notre corps. Donc, c'est une calorie vide. Je ne peux pas vous en dire plus. Calorie vide, ça vous apporte des calories, rien d'autre. Alors moi, je ne compte pas les calories, je ne m'arrête pas aux calories, mais force est de constater que du sucre, ça ne vous apporte pas de vitamines, pas de minéraux, rien de bien super intéressant pour votre organisme. Voilà où vous savez tout ce que je pense du sucre. Donc, on a fait à peu près le tour et le détail de toutes ces catégories. On a donc du coup nos boissons indispensables avec le minimum d'1,5 litre par jour à moduler en fonction de vos dépenses en eau. Les fruits et légumes avec nos 5 fruits et légumes par jour, c'est-à-dire 2 portions de légumes, 3 fruits, et on a vu les catégories par jour. Les produits céréaliers à chaque repas. Les VPO, on a dit entre 1 et 2 fois par jour. Les produits laitiers, 3 fois par jour en variant les sources. Les matières grasses, pareil à chaque repas. Et le sucre, en quantité très modérée, comme vos boissons à 3 petits points. Voilà pour la petite partie équilibre alimentaire, comment je répartis mes apports. Alors, un peu plus en détail, donc je vous ai dit que chaque aliment nous apportait des protéines, des lipides, des glucides. Les protéines, je vous l'ai dit, elles sont les éléments bâtisseurs de notre organisme. Elles développent, elles renouvellent, elles restaurent nos muscles. Et en cas de crise, si je puis dire, elles donnent de l'énergie à nos cellules. Mais c'est pas une super idée parce que ça crée une fonte musculaire. Vraiment, quand l'organisme vient puiser dans les protéines,
c'est qu'il est en situation de crise, notamment en situation de jeûne, et qu'il n'a plus d'autres substrats à utiliser. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'idéal. Vos lipides, elles ont un rôle énergétique dans l'organisme, et elles sont ce qu'on appelle vecteurs des vitamines liposolubles, les vitamines A, D, E, K. Sans les lipides, vous ne pouvez pas avoir ces vitamines-là. D'où l'importance d'apporter du gras, des lipides, dans son alimentation. Elle protège également vos organes vitaux. La petite couche de gras qu'on a autour de nos organes, elle est indispensable. Alors évidemment, si on en a trop, c'est risqué, mais on en a absolument besoin. Et oui, nous, les femmes, nous ne sommes pas égales aux hommes, si je puis dire, puisque nous avons une répartition corporelle qui fait que nous avons plus de gras qu'eux, et c'est normal. Les glucides, donc ce que je vous disais, elles sont le complément énergétique de la ration, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre pourcentage de protéines, une fois qu'on a notre pourcentage de lipides, et je ne viendrai pas dans les détails puisque ça n'a pas de franc intérêt ici aujourd'hui, elles complètent en fait vos apports. Donc, elles ont un rôle énergétique, c'est ce que je vous disais, vos cellules sont glucodépendantes, sans sucre, elles ne fonctionnent pas, ou du moins, elles ont du mal. Et il y a une notion qui est très importante au niveau des glucides, c'est ce qu'on appelle l'index glycémique. Un glucide, il va vous faire monter la glycémie, mais pas de la même façon, si tant est que ce soit un kiwi, un fruit sec, et par exemple, j'en ai pas sous la main, du pain, de l'avoine, des céréales complètes. Plus un glucide est riche en fibres, plus son index glycémique sera bas. L'index glycémique, c'est la capacité qu'a un sucre à augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc, si je prends une date, index glycémique très très haut, parce que très concentré, on a retiré l'eau, on a concentré les sucres, et même s'il y a des fibres, la glycémie va monter très vite, très haut. Alors que si je prends l'exemple d'une pâte complète, mon index glycémique est plus bas, la glycémie monte moins haut et dure plus longtemps dans le temps. Donc, il faut effectivement veiller à la qualité de mes produits céréaliers, à savoir plutôt choisir un index glycémique bas. L'index glycémique, vous ne le trouverez jamais sur un paquet, sur une étiquette. Vous pouvez directement taper la liste sur internet, index glycémique. Plus c'est proche de 100, plus ça veut dire que l'index est très haut et donc c'est moins bon. Plus l'index est bas, mieux c'est. Sachant que le sucre de référence, c'est le sucre de table, c'est ça. D'accord, ça c'est 100. Ça veut dire que c'est une bombe d'index glycémique. Ce qui fait varier effectivement l'index glycémique, c'est la présence de protéines, de fibres, qui font diminuer l'index glycémique. Voilà pour ce petit topo protéines, lipides, glucides. Et vous avez donc les vitamines et minéraux qui sont présents dans à peu près tous les produits. Plus je mange, plus je consomme, si je puis dire, un aliment dans son état brut, plus je vais conserver les vitamines et les minéraux, de la chaleur, de la sensibilité à la cuisson, des pertes dans l'eau. Donc, de même que je concède manger un kiwi avec la peau, c'est un peu bizarre, mais moins j'épluche mes produits, plus je garde les vitamines, car les vitamines sont concentrées vers l'extérieur, vers la peau. Alors faites attention, effectivement, on a un souci aussi à ce niveau-là, c'est que vous allez me dire, oui mais la peau, si elle est traitée avec des pesticides, effectivement, on peut se poser la question de savoir si c'est intéressant de consommer la peau. Donc pour tout ce qui est produits bio, bien évidemment, sans aucun doute, si vous le pouvez, si elle se consomme, vous pouvez consommer la peau. Pour les autres produits, on a quand même une méfiance par rapport à ça. Voilà pour les vitamines et minéraux. Il y a déjà des petites vidéos MM Sport qui ont été tournées avec une conseillère diététicienne sur le sujet des petits déjeuners, déjeuners, dîners. Savoir comment le composer, quoi, où, quand, comment, en quelle quantité. Je vous invite vraiment à aller re-regarder ces vidéos qui sont plutôt bien présentées, on peut forcer de le dire, et qui complètent totalement ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Idéalement, dans la culture française, si je puis dire, on a 3 temps pour manger, le petit déjeuner, le dîner. L'idéal, c'est d'avoir vraiment ce rythme. Si votre métier vous en empêche ou si il est impossible pour vous d'avoir ce schéma-là, il faut s'obliger le plus possible à garder un schéma alimentaire journalier sur la semaine avec des heures plus ou moins précises. On n'est pas à 2 minutes près, mais faire le yo-yo avec son corps sur
je mange à 5 heures, puis là à 14 heures, puis à 20 heures, forcément, votre organisme en pâtira. Donc, pour la case petit déjeuner, je vous laisse vous diriger vers la vidéo qui a assez bien été présentée. Et je vais plutôt vous parler du déjeuner et du dîner. Le déjeuner et le dîner, on va dire qu'il y a à peu près 5 composantes indispensables. Et vous allez les retrouver dans des quantités presque similaires avec le produit céréalier revu très légèrement à la baisse, comme je vous le disais, pour le repas du dîner. Vous avez 5 composantes que sont ici une protéine, un légume. Donc là, on parle de légumes cuits, de légumes crus, de soupe, de salade, ce qui vous fait plaisir. Donc la protéine, pardon, je n'ai pas précisé, viande, poisson, œuf, vous deviez le savoir. Votre légume, votre féculent ou produit céréalier. Un produit céréalier. Un produit laitier. Et un fruit. C'est plus ou moins la base d'une alimentation équilibrée qui vous est proposée. Et encore une fois, option plus, option moins, ça dépend de tout un chacun. Le soir, c'est exactement le même schéma, vos 5 composantes. Mais la petite différence, elle est sur le féculent, la source de glucides, d'énergie, dont vous avez besoin pour recharger les batteries, mais pas comme le midi, puisque derrière, vous allez vous coucher, vous allez vous allonger, vous allez dormir normalement, et donc avoir une moindre dépense énergétique. Hop, un légume, un produit laitier, un fruit, je pense qu'on est bon. Si toutefois, vous n'avez pas cette structure, mais que vous avez une collation dans l'après-midi ou dans la matinée, rien ne vous empêche de fractionner. Fractionner, c'est prendre un repas, le scinder en deux et simplement décaler les heures de prise. Admettons que votre repas du midi soit une protéine, un légume, un produit céréalier, et que vous ayez l'habitude de faire une collation, attention, une collation, pas un grignotage, l'après-midi, rien ne vous empêche de scinder en deux votre repas et de retrouver votre produit laitier et votre fruit à 4h, 4h30, 5h, on ne sait pas trop à quelle heure est vos collations, qu'importe. Ça n'en fera pas un grignotage, ça en fera une collation. C'est la suite de votre repas que vous avez différé de quelques heures. On privilégie effectivement le produit laitier pour sa richesse en protéines et un fruit pour ne pas faire monter trop fort la glycémie, tout simplement. Les protéines aident à tamiser la digestion et vous évite du coup d'avoir une fringale 1 heure après. La collation, encore une fois, elle n'est pas obligatoire, elle dépend de chacun. Est-ce que je vais avoir une activité physique derrière ou pas? Ça, c'est vraiment, encore une fois, une question qui est propre à chacun et que je ne peux pas déterminer puisque vous n'êtes pas en face de moi. Ok, donc ça, c'était pour nos composantes. Maintenant que vous avez une petite base au sujet de l'équilibre alimentaire, je voulais peut-être aborder en quelques minutes rapidement un effet ou un thème que je peux dire, les régimes alimentaires. Quand on parle de régime, généralement, c'est dans on grossit le mot, hein, c'est une recherche de perte de poids. Il existe d'autres types de régimes, les régimes qui sont constitués à l'hôpital pour certaines pathologies. Mais généralement, tout ce que l'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, tous les dictats de la minceur, c'est régime égale perte de poids. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est efficace? Je pense que si c'était efficace, les diététiciennes n'auraient pas de travail. Le principe d'un régime amaigrissant, c'est de réduire le nombre de calories que vous allez ingérer par rapport à votre besoin. Le problème, c'est que généralement, c'est trop drastique. C'est-à-dire que, je prends un exemple, une femme va dépenser 1500 calories et va s'astreindre à un régime à 900 calories. Oui, il y a un déficit. Oui, évidemment qu'il y aura une perte de poids dans les premiers temps. Mais vous mettez votre organisme en danger, ça c'est une certitude. Et vous craignez, vous prenez un risque assez énorme qui est en fait l'effet yo-yo. Quand vous contraignez votre organisme à manger moins que ce dont vous avez besoin,
vous ne lui faites pas du bien et il enregistre ce que vous lui faites, votre organisme. Il enregistre absolument tout. Il y a une notion de résistance à l'amaigrissement qui se met en place, qui fait que pendant un temps, vous allez perdre du poids et puis votre métabolisme de base va se réduire. Et en se réduisant, vous allez brûler moins de calories qu'avant. Et plus ça va aller, plus vos 900 calories, non seulement elles ne vont pas suffire, mais elles vont être trop pour votre organisme. Et vous ne pouvez pas aller au bout d'un moment en dessous de 900, de 800, de 600. Et donc du coup, vous remangez normalement. Et donc vous prenez le poids que vous avez perdu, voire vous reprenez plus. Donc vous refaites un régime. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo, qui fait qu'au bout d'un moment, même si on vous met un déficit calorique, votre organisme vous dit non, non. Comme ça a été la crise pour lui, tout ce que vous lui avez fourni comme énergie, il s'est dit oh, je vais le stocker en cas de prochain coup dur. Et donc du coup, au plus vous répétez ce type de schéma, au plus votre organisme vous le fait payer, puisque votre métabolisme s'est ralenti, c'est difficile à relancer. Et donc du coup, il y a un effet psychologique très important pour des personnes qui se voient perdre du poids, puis reprendre, puis reperdre, puis reprendre plus, généralement. Donc, ma conclusion est sans appel, pas de régime, du moins pas de régime drastique. Quand on veut perdre du poids, éventuellement, et c'est pas une fin en soi, on fait ce qu'on appelle un rééquilibrage alimentaire, on repart sur de bonnes bases. Perdre 10 kg par mois, top body, pour la plage, que sais-je, ça n'a jamais été ni efficace, ni preuve de bonne santé. Vaut mieux une perte de poids petite, si je puis dire, mais constante. Et quand je vous dis constante, c'est pas sur un mois, c'est pas sur 2 mois, ça se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et plus elle est durable dans le temps, c'est-à-dire qu'on a un moindre risque de reprise de poids derrière. Donc pour tout ça, je vous encourage, si vous en avez le besoin, car tout le monde ne présente pas ce besoin, encore une fois, une diététicienne n'est pas là que pour faire perdre du poids, s'il vous plaît. S'il y a ce type de besoin, il faut consulter les bonnes personnes. Un diététicien est forcément nutritionniste, un nutritionniste n'est pas forcément diététicien. On a un métier pour ça. Vous avez des personnes qui sont diplômées pour ça. Il faut vraiment s'orienter vers la bonne personne. Que vous dire d'autre ? Je pense qu'on a abordé en quelques points une bonne partie des bases de l'alimentation. Encore une fois, je me répète, on l'a vu en début de petite vidéo, ne pas faire toute une psycho sur l'enfermement, la réduction des dépenses, énergétiques j'entends, et l'augmentation de l'apport calorique. Non, prenez du temps, revoyez les petits conseils, prenez plaisir à cuisiner, cuisinez en avance, prévoyez des menus, variez, souvenez-vous des 5 composantes de vos repas, fractionnez, prenez du plaisir. Ne voyez pas l'alimentation comme le diable, voyez ça comme un moment dont vous avez besoin, on a besoin de se nourrir, et comme un moment agréable. Et quand bien même à la fin du confinement, on aura pris 1 ou 2 kilos, on les reperdra ensemble. Venez à mes cours de circuit training, venez à mes cours de cuisse de fessier. Franchement, prenez votre temps, il y a pire, gardez la forme, gardez la santé. Et j'espère qu'on se retrouvera très très vite. En attendant, la semaine prochaine, on voudrait mettre en place un live de questions-réponses par rapport à cette vidéo et cette présentation. Essayez de préparer des petites questions sur lesquelles je pourrais rebondir. Des questions à ce niveau-là, des questions, peut-être des croyances que vous avez et que je pourrais vous aider à éclaircir. Portez-vous bien et à très très bientôt.